Games Workshop a apporté d'importantes mises à jour aux règles de Warhammer 40 000, ce qui a modifié considérablement le déroulement du jeu. Nous avons une modification majeure dans le fonctionnement des armes avec blessures dévastatrices. Auparavant, les armes infligeaient des blessures mortelles au lieu de dégâts normaux en cas de blessures critiques. Désormais, elles sont traitées comme des blessures normales, empêchant tout type de sauvegarde, y compris les invulnérables. De plus, elles ne sont attribuées à la cible qu'après la résolution de toutes les autres attaques effectuées par l'unité attaquante. En conséquence, les blessures dévastatrices ne peuvent plus causer de dégâts supplémentaires contre des cibles multiples. Les armes avec cette capacité peuvent toujours éliminer une figurine en un seul coup, mais elles ne sont plus aussi efficaces pour éliminer rapidement de grandes unités. Cela affecte principalement les Aeldari, qui utilisaient cette mécanique pour éliminer presque toutes sortes d'unités. Les chevaliers impériaux sont également impactés par ce changement. En ce qui concerne les effets secondaires, cela affecte négativement les unités dotées d'une capacité d'insensible à la douleur qui ne fonctionnerait que contre les blessures mortelles. Adeptus Custodes sont particulièrement touchés par ce changement, car les blessures dévastatrices sont désormais beaucoup plus efficaces contre eux. Ce changement est salué comme une modification nécessaire, car il aligne les armes à blessures dévastatrices sur d'autres options en appliquant une solution relativement simple. Auparavant, cette mécanique était utilisée aussi bien sur des armes à dégâts simples destinées à menacer en permanence tout type d'unité adverse, que sur des armes massives comme les canons fantômes lourds, qui nécessitaient des mécanismes d'équilibrage différents lorsque l'effet était des blessures mortelles. Avec cette nouvelle version, cette incohérence est réduite. De plus, la clause permettant de différer la résolution des attaques dévastatrices jusqu'à la fin est maintenue, ce qui simplifie la gestion des attaques et contribue à un meilleur équilibre du jeu. C'est donc une modification bénéfique, sauf pour les Custodes. Nous avons aussi des changements sur les effets de stratagèmes gratuits. Désormais, certains effets ne peuvent être utilisés que sur des stratagèmes de tactique de bataille. Ils comprennent ceux qui modifient le coût en point de commandement d'un stratagème ou qui permettent à un stratagème d'être utilisé sur une unité, même si celui-ci a déjà été utilisé par une autre unité. Cependant, il existe des exceptions à cette règle, notamment les effets qui nomment spécifiquement un stratagème. De plus, ceux ciblant plusieurs unités ne peuvent être affectés que par des modifications de coût qui s'appliquent lorsque vous ciblez une unité spécifique, condition que toutes les unités ciblées aient cet effet. En conséquence, ces changements ont un impact significatif. Les effets de stratagèmes gratuits ou répétés étaient une addition intéressante à la 10e édition, mais ils se sont avérés trop puissants à bien des égards. Cela a conduit à ce que les unités qui les offraient soient pratiquement incontournables dans de nombreuses listes, restreignant sérieusement les options de contre-attaque contre certaines factions. Ce problème était particulièrement évident avec les stratagèmes à 2 points de commandement, tels que Sentinelle inamovible, que les Custodes pouvaient menacer en permanence, les rendant pratiquement intouchables en mêlée sur un pion objectif. D'un autre côté, les unités qui permettaient d'augmenter les coûts des stratagèmes ennemis étaient incroyablement puissantes, mais il était difficile de savoir si une faction disposait d'une bonne manière de les inclure dans ses listes, à l'exception de l'Imperium qui pouvait généralement le faire grâce à l'assassin Calidus. En outre, la limitation d'utilisation d'une fois par phase des stratagèmes existe pour une bonne raison. La plupart de ces effets auraient été suffisamment puissants s'ils offraient simplement un stratagème gratuit, mais la possibilité de les utiliser en double aurait pu entraîner des interactions désagréables, comme la réanimation de plusieurs unités par les Nécrons dans une même phase, des tirs en état d'alerte en double pour punir les mouvements ennemis ou le lancer de grenades en double causant de nombreuses blessures mortelles. Avec ces modifications, la portée de tous ces effets est considérablement réduite, et les concepteurs du jeu ont désormais la possibilité de décider si un stratagème donné peut être modifié, ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Les réductions pour vous ou les pénalités pour l'adversaire ne deviennent pas mauvaises en soi, mais elles ne sont plus automatiquement incluses dans toutes les listes qui le peuvent. Il convient de noter que le stratagème de relance de commandement est une tactique de bataille. Vous aurez donc presque toujours quelque chose à faire avec eux, mais son impact global sera moins décisif au jour le jour. D'ailleurs, l'assassin Calidus a vu sa valeur en points réduite en conséquence, ce qui signifie qu'elle sera probablement toujours présente dans de nombreuses listes. En revanche, les unités qui vous accordent simplement un point de commandement supplémentaire chaque tour gagnent en importance avec cette modification, car si vous souhaitez dépenser beaucoup plus de points de commandement pour des stratagèmes en coûtant 2, elle représente désormais votre moyen le plus fiable d'en obtenir. Attendez-vous donc à voir un pivot significatif vers ces unités, en particulier celles dont le coût en points a été réduit. Bien que cela aura globalement un impact positif sur le jeu, je ne reste pas entièrement satisfait des modifications, car elle peut sembler arbitraire pour certains joueurs. Certaines factions, comme les Thousand Sons et les cultes Genestealers, sont particulièrement touchées, et bien que la réaction immédiate puisse être favorable, les changements coïncident avec de nombreuses modifications de coût en points. Une fois que les joueurs se
seront habitués à tous ces changements et que des ajustements supplémentaires auront peut-être été apportés au type de stratagème, la situation devrait s'améliorer. De plus, le fait que les stratagèmes soient codés en couleur dans la 10e édition, mais pas par catégorie, est assez déroutant. Espérons que l'application sera mise à jour avec une deuxième codification par couleur, car cela devient désormais beaucoup plus important. Passons aux modifications du tir en état d'alerte. Outre les modifications mentionnées précédemment, il y a maintenant deux nouvelles restrictions. Premièrement, la cible doit être visible, ce qui signifie qu'il n'est plus possible de tirer en état d'alerte via des armes à tir indirect. Deuxièmement, les unités titaniques ne peuvent plus utiliser le stratagème de tir en état d'alerte. Ces modifications ont des implications significatives. Bien que la mécanique des tirs en état d'alerte ait des aspects intéressants, elle était déplaisante dans certains cas. Notamment l'utilisation des armes à décanon chez les Aeldari ou des escouades de désolation depuis derrière des murs était décourageant pour l'adversaire, et sur certaines unités titaniques, en particulier celles ayant accès à des relances complètes ou des touches soutenues. Cela était trop efficace, rendant très difficile leur contournement. Les problèmes sont maintenant complètement éliminés, cela a évidemment un impact négatif sur les Aeldari, les Chevaliers Impériaux, les Space Marines et peut-être l'Astra Militarum, mais cela profite à peu près à tout le monde. Je pense que ce pourrait être un peu trop sévère pour les chevaliers, car cela est contrebalancé par le fait qu'ils ont moins d'unités sur le champ de bataille. Il ne serait pas surprenant de voir une modification dans le futur permettant à ces armées d'utiliser les tirs en état d'alerte sur les unités titaniques moyennant un coût supplémentaire en points de commandement au lieu de leur interdire complètement. Passons au changement apporté au stratagème Courage Insensé. Désormais, nous devons l'utiliser avant de faire un test de Battle Shock, et on peut l'utiliser qu'une seule fois par partie. Ces changements ont des implications majeures. Auparavant, le Battle Shock n'avait pas autant d'impact qu'il aurait dû, car échouer un test lors de la phase de commandement pourrait être facilement atténué lorsque cela comptait vraiment. Désormais, c'est un choix réel et limité, ce qui est une bonne nouvelle pour les factions capables de forcer des tests de Battle Shock pendant la phase de commandement, comme les Chevaliers du Chaos et les Tyrannides. Je considère que c'est un changement positif, mais pour que le Battle Shock ait vraiment de l'importance, je pense que des modifications à la règle elle-même seront nécessaires. Plus précisément, les éléments qui infligent le Battle Shock hors séquence pourraient bénéficier d'une amélioration, peut-être en obligeant une unité affectée à réessayer lors de sa prochaine phase de commandement, même si elle est au-dessus de la moitié de sa force. Et la définition de « en dessous de la moitié de la force » doit probablement être modifiée en « égal » ou « en dessous », afin que les unités ayant une force de départ de 2, comme de nombreuses unités de véhicules légers et de monstres, ne soient pas complètement immunisées contre cela. Nous avons aussi d'autres modifications apportées aux unités imposantes et à la règle de ruine. Les unités imposantes ne peuvent plus ignorer complètement les ruines à des fins de visibilité, dans les deux sens. Au lieu de cela, de telles unités peuvent à la fois voir à travers les ruines et être vues à travers elles, tant qu'elles se trouvent partiellement à l'intérieur. Ces modifications ont un impact considérable. Les unités imposantes semblent exister pour résoudre le problème que l'on avait durant la 9e édition. Il était parfois très difficile pour ce genre d'unité d'interagir avec l'ennemi, car il pouvait être pris pour cible, mais ne pouvait pas tirer en retour. En théorie, l'existence des unités imposantes établissait une parité entre l'attaquant et le défenseur. Ils sont souvent très résistants et bien armés, ce qui signifie qu'un affrontement avec eux, où l'on ne peut pas se cacher, est souvent perdu d'avance. De plus, cela mettait énormément de poids sur le jet qui détermine le joueur commençant le premier tour. Lorsque des armées avec des unités imposantes affronter d'autres armées avec un tir très puissant, eh bien la première phase de tir pouvait décider de l'issue de la partie. D'ailleurs, les parties de ce genre sont décevantes pour tous les participants, et cette règle rendait également très difficile pour Games Workshop d'équilibrer correctement les unités qu'il a possédées. Dans une moindre mesure, l'existence des unités imposantes était également nécessaire pour gérer le fait que les ruines exigent maintenant que l'on soit entièrement à l'intérieur pour pouvoir voir à travers elles. Cette correction conserve la parité de la règle imposante d'origine. Si vous les voyez, ils peuvent toujours vous voir, mais permet de choisir vos combats contre les figurines qui en sont équipées et résout l'interaction avec les ruines. Cela signifie également que les armées de chevaliers peuvent désormais réellement cacher leurs grosses unités quand elles en ont besoin, ce qui est une excellente nouvelle pour eux, car il est désormais plus sûr de construire des listes autour des bonus que leurs grandes unités confèrent. En plus des modifications apportées par la Dataslate, nous avons aussi deux modifications apportées par les commentaires de règles. Dans la lignée des mises à jour de l'équilibre et des points, Games Workshop a apporté deux changements aux commentaires de règles. Premièrement, l'éligibilité pour tirer. Les unités sont désormais clairement définies comme n'étant plus éligibles pour tirer pendant une phase et elles ont déjà tiré. Cela élimine toute confusion autour de situations telles que pour le bien suprême, qui selon certaines interprétations pouvait entraîner des activations en chaîne. Cela signifie également que si vous souhaitez utiliser des stratagèmes comme grenade, vous devez absolument choisir une unité qui n'a pas encore tiré, alors assurez-vous d'avoir le bon ordre pour cela. Deuxièmement, le socle des véhicules. L'une des parties les plus controversées ou confuses de la 10e édition était la manière de gérer les unités en vol.
c'est-à-dire les unités dont les figurines dépassent considérablement de leur socle, comme les Hammerhead ou les Répulsors. Pour résoudre ces cas, les règles vous demandent désormais de mesurer toujours depuis la partie la plus proche du socle, ou de la coque, selon ce qui est le plus proche. De plus, les figurines sont désormais considérées comme étant en contact socle à socle avec ces véhicules s'ils sont en dessous de, c'est-à-dire à moins de 0 pouces horizontalement et à moins de 5 pouces verticalement d'eux. Ces modifications clarifient les règles et simplifient certaines interactions qui étaient assez ambiguës. Pour résumer, dans l'ensemble, les modifications apportées aux règles de base dans cette mise à jour sont très positives et améliorent considérablement le jeu de la 10e édition. Je suis vraiment ravi de voir que Games Workshop est prêt à apporter des mises à jour de cette ampleur pour résoudre certains des problèmes rencontrés. Bien que je m'amuse déjà beaucoup avec cette 10e édition, je suis encore plus enthousiaste pour l'avenir. Je pense également que le choix de faire des modifications de règles et de points en parallèle, avec des interactions soigneusement considérées entre les deux, était une décision très judicieuse qui améliore la qualité du jeu. Et un ennemi frappe en profondeur à moins de 24 pouces d'une de mes unités. Puis-je utiliser le stratagème tir en état d'alerte? Pour pouvoir répondre à cette question, regardons déjà à quoi ressemble le stratagème en tir d'état d'alerte. Nous pouvons voir qu'il a 4 parties, le camp, la cible, l'effet et les restrictions. Donc commençons par la première étape, le camp. À la phase de mouvement ou de charge adverse, juste après qu'une unité ennemie est placée ou qu'une unité ennemie commence ou finit un mouvement normal d'avance, de retraite ou de charge. La première partie du camp, c'est à la phase de mouvement ou de charge adverse. Donc il faut forcément partir du principe que nous sommes durant le tour adverse, sinon on ne pourrait pas du tout l'activer. Plus précisément, dans la question, on nous parle de frappe en profondeur. Et donc ils arrivent forcément à l'étape de renfort. Ou alors via le stratagème arrivée précipitée, mais là du coup on serait durant notre propre tour et on ne pourrait pas activer le tir en état d'alerte. Nous pouvons ignorer complètement cette petite situation. Revenons en tout cas au stratagème de tir en état d'alerte. Est-ce qu'une unité qui arrive des frappes en profondeur arrive vraiment pendant la phase de mouvement ou la phase de charge? C'est vraiment la première question à se poser. Lorsque l'on regarde dans le livre de règles, notre phase de mouvement est scindée en 2 étapes. Tout d'abord, vous pouvez déplacer vos unités, puis vous pouvez placer les renforts. Donc l'étape de renfort se situe bien dans la phase de mouvement. Donc pour l'instant, on est OK. Vérifions un peu plus précisément ce qu'il en ressort de la capacité frappe en profondeur, que l'on appelle plus vulgairement la FEP. À l'étape déclarer les formations de bataille, si toutes les figurines d'une unité ont cette aptitude, vous pouvez la placer en réserve et non sur le champ de bataille. En ce cas, à l'étape des renforts d'une de vos phases de mouvement, vous pouvez placer cette unité n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces à long horizontal des figurines ennemies. Donc on nous dit bien qu'on est en réserve et que l'on arrive bien à l'étape de renfort d'une des phases de mouvement. En l'occurrence, puisque c'est une unité adverse qui arrive des frappes en profondeur, donc des réserves, elle arrive pendant l'une des phases de mouvement de notre adversaire. Maintenant, ce qu'il faut déterminer, c'est à savoir si notre unité qui arrive via la frappe en profondeur, est-ce qu'elle est comptée comme ayant fait un mouvement normal, d'avance, de retraite ou de charge. Et pour avoir cette information, il faudra ouvrir le fichier commentaire de règles, dans la catégorie unité de réserve / réserve au pluriel. Une unité qui commence la bataille ailleurs que sur le champ de bataille et qui n'est pas embarquée dans un transport qui commence la bataille sur le champ de bataille est considérée comme unité en réserve. Lorsqu'on place une unité de réserve sur le champ de bataille, elle compte comme ayant fait un mouvement normal à cette phase. Et là, on a notre réponse. Je continue, les unités de réserve qui n'ont pas été placées sur le champ de bataille avant la fin de la bataille comptent comme détruites. Les unités peuvent quand même utiliser des règles et des aptitudes alors qu'elles sont en réserve. On a notre réponse. Une unité qui arrive des frappes en profondeur, ou en tout cas de la réserve, compte comme ayant fait un mouvement normal. Dans ce cas, nous allons pouvoir utiliser le stratagème tir en état d'alerte, en tout cas pour ce qui est de la partie camp. Donc, c'est validé. Passons maintenant à la cible. Une unité de votre armée à 24 pouces de cette unité ennemie et qui serait éligible pour tirer s'il s'agissait de votre phase de tir. Puisque dans la question nous avons bien la vérification de la portée, qu'il est bien à 24 pouces de l'unité ennemie, il suffit simplement de vérifier si l'unité est éligible pour tirer. Depuis la balance dataslate, nous avons eu quelques informations supplémentaires pour l'éligibilité d'une unité afin de pouvoir tirer. Regardons tout ça. Une unité est éligible pour tirer à moins qu'une des conditions suivantes s'applique. L'unité a avancé ce tour. Si elle n'a pas une arme ou une capacité qui lui permet de pouvoir tirer après avoir avancé, alors elle n'est pas éligible. L'unité a battu en retraite à ce tour. Ici aussi, s'il n'y a pas une capacité ou une arme qui vous permet justement, lorsque vous désengagez, de pouvoir tirer, alors vous n'êtes pas éligible. Et la dataslate nous rajoute un 3e point. À moins qu'une règle ne précise le contraire, les unités qui ont tiré ne sont plus éligibles pour tirer jusqu'au début de la prochaine phase. Donc si l'unité
que vous avez choisi pour faire votre tir en état d'alerte a déjà tiré durant cette phase, vous ne pouvez pas le faire. Dans tous les cas, si vous respectez ces différentes conditions, vous pourrez utiliser le tir en état d'alerte. Notre unité n'a pas avancé, n'a pas battu en retraite et n'a pas déjà tiré. Dans ce cas, on valide la cible. Maintenant, passons à l'effet. Si cette unité ennemie est visible de votre unité peut tirer sur cette unité ennemie comme s'il s'agissait de votre phase de tir. Donc là, c'est tout simplement un respect de la visibilité. Donc, si en fonction des décors, etc., vous avez une ligne de vue directe sur l'unité ennemie venant des frappes en profondeur, alors vous validez la condition. Car oui, depuis la data slate, il n'est plus possible de pouvoir tirer avec des unités pouvant tirer en indirect, c'est-à-dire sans ligne de vue. Si votre unité possède des armes de tir indirect, mais qu'elle voit tout de même sa cible, alors vous pourrez le faire. Passons maintenant aux restrictions. Vous ne pouvez pas cibler une unité titanesque avec ce stratagème. Jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque de tir d'une figurine de votre unité, un jet de touche non modifié de 6 est requis pour causer une touche, sans tenir compte de la capacité de tir de l'arme attaquante ni d'aucun modificateur. Vous pouvez utiliser ce stratagème une seule fois par tour. Donc, dans un premier temps, est-ce que notre unité est titanesque? Si oui, alors vous ne pourrez pas utiliser le tir en état d'alerte. Si c'est non, pour l'instant vous le pouvez. Vous ferez vos jets de touche sur du 6 non modifié afin de pouvoir toucher votre cible, à moins d'avoir une capacité qui dit le contraire. De plus, ce stratagème ne peut pas être utilisé plus d'une fois par tour, et ce même si vous avez des capacités qui pourraient répéter un même stratagème. D'après en tout cas les conventions WTC, les restrictions prennent toujours le pas sur ce genre de capacité. Si vous validez tout ça, alors c'est bon. Donc pour pouvoir répondre complètement à cette question, nous avons vérifié chaque étape, alors oui. Allez, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Les démons ont vu plusieurs de leurs unités devenir un peu plus jouables grâce à cette mise à jour, ce qui est une excellente nouvelle pour les joueurs de cette faction. En particulier, Nurgle et Slaanesh sont devenus beaucoup plus intéressants. Les réductions de points sur des unités telles que les hurleurs, les chars ardents et les charnels les rendent plus attrayantes pour les listes compétitives. De plus, certaines combinaisons de meneurs comme Silesk à la tête d'une unité de démonette ou le preneur de crâne à la tête d'une unité de sanguinaires sont devenues beaucoup plus viables. Sur le plan global, les démons s'en sortent plutôt bien de cette mise à jour, en raison des nerfs infligés à certaines factions qui les menaçaient, notamment les Custodes et leur capacité à combattre en premier, ainsi que les chevaliers fantômes qui pouvaient détruire leurs grands démons. La réduction de la puissance des tirs en état d'alerte est bénéfique aussi, car ils n'étaient pas ceux qui en tiraient le plus de bénéfices, mais le subissaient tout particulièrement. Cependant, les nerfs infligés à certaines de leurs meilleures unités sont significatifs et pourraient empêcher les démons d'atteindre leur plein potentiel. Les réductions de points sur des unités moins jouées et les augmentations de points sur leurs meilleures unités signifient qu'ils sont légèrement moins compétitifs qu'auparavant. Si l'objectif était de rendre Be'lakor moins incontournable, cette mise à jour d'équilibrage a échoué. Les joueurs de démons ajusteront simplement leur liste en la réduisant de 25 points ailleurs, afin d'inclure Be'lakor. Ils possèdent trop de mécanismes essentiels à une liste compétitive, ce qui impacte malheureusement la variété des listes jusqu'à l'arrivée d'un futur codex. Shalaxi pourrait également être dans une situation similaire, car il est beaucoup plus puissant et polyvalent que tous les autres gros démons. Enfin, le Mystificateur est également dans la même situation, étant généralement le choix préféré pour les besoins en agent solitaire, bien qu'il y ait d'autres options disponibles, mais largement moins performants. Les Chaos Space Marine ont reçu quelques améliorations importantes suite à la mise à jour, principalement en termes de points. Certaines unités ont bénéficié de réductions, ce qui rend la faction globalement plus attractive. Parmi les réductions les plus notables, on trouve Arken, les Raptors et les Serfs du Warp. Cela rend les petites unités d'infanterie mobile très intéressantes pour remplir des missions secondaires et harceler les unités ennemies. Par exemple, 180 points pour Arken et 5 Raptors devient très attrayant, d'autant plus que leurs capacités ont été améliorées suite aux modifications apportées au stratagème Courage Insensé. Les Serfs Warp ne peuvent toujours pas avoir de meneur, mais à 100 points les 5, ils constituent une option correcte. Leur capacité à relancer tous les jets de blessures et à rendre le désengagement dangereux pour les adversaires signifie qu'ils peuvent harceler diverses unités ennemies. Les motards ont également vu leur coût diminuer, ce qui les rend un peu plus attractifs en tant qu'unité capable de quitter et de revenir sur la table pour marquer des points de victoire. Le Seigneur Discordant a également bénéficié d'une réduction importante, bien que son potentiel reste incertain en raison de son faible rendement de dégâts et de capacités peu impressionnantes. Cependant, à 190 points, il est plus proche de devenir une option viable pour tester des listes. D'un autre côté, quelques unités ont vu leur coût augmenter, notamment Abaddon, les Forchiennes et les Oblitérators.
Ces augmentations sont raisonnables dans l'ensemble et la faction compense en réduisant les coûts d'autres unités. En conclusion, bien que les Chaos Space Marine n'aient pas connu de changement majeur au niveau des règles, les ajustements de points les placent dans une position plus favorable par rapport à d'autres factions qui ont subi des nerfs beaucoup plus importants. Ces modifications encouragent également la diversité dans la construction des listes en rendant certaines unités beaucoup plus attrayantes qu'avant. Les Chevaliers du Chaos ont bénéficié de quelques améliorations pour des unités spécialisées dans le combat rapproché comme le Saccageur et le Carnivore. De plus, le changement apporté au stratagème Courage Insensé est important car elle rend l'armée légèrement plus pertinente. Cependant, cela reste encore limité en termes d'efficacité. Enfin, la modification de la règle imposant est une amélioration pure, permettant aux gros véhicules de se cacher plus efficacement et d'éviter de perdre des points de manière prématurée. Malheureusement, il y a également des nerfs importants, notamment une augmentation du coût de tous les War Dogs, à l'exception du Carnivore. Cette augmentation de coût affecte les listes qui s'appuyaient sur de nombreux War Dogs, ce qui oblige les joueurs à opter pour des listes mixtes, intégrant à la fois des gros véhicules et des unités plus petites. En fin de compte, cela pourrait encourager la diversité des listes, mais cela reste une déception pour les joueurs qui appréciaient les listes basées sur les War Dogs. Pour les joueurs de la Death Guard, cette mise à jour est une bénédiction, car de nouvelles opportunités stratégiques s'ouvrent pour l'armée. La probable diminution des listes basées sur les chevaliers fantômes et la réduction des blessures mortelles offrent davantage de flexibilité pour les grandes unités, tout en réduisant la pression sur les armées qui devaient surcharger les activations de tirs ennemis, ce qui favorisait les listes axées sur les personnages pour certains matchs. Cette mise à jour élargit considérablement les possibilités pour les armées de la Death Guard, adoptant une approche de tir à moyenne portée, et le passage à une PA-3 rend les Terminators du linceul et les Terminators rouillarques beaucoup plus dangereux au combat. Il convient de mentionner le stratagème Peste Féreuse qui permet d'augmenter la pénétration d'armure d'une unité de 1 en phase de tir ou de combat, ou de 2 en cas de blessure critique si la cible est à portée d'un pion objectif infecté que vous contrôlez. Cette combinaison avec Arthrite Crissante pour des attaques à PA-4 est redoutable. En ce qui concerne les deux autres capacités, elles pourraient être utiles. Il y a un potentiel pour une armée axée sur le contrôle du champ de bataille en utilisant massivement des modificateurs de capacité de combat et de tir comme moyen de rester hors de danger, et les véroleux avec Typhus peuvent devenir très intéressants dans ce cas. De plus, la capacité modifiant le commandement et surtout le contrôle d'objectifs possède un plancher minimal de 1, ce qui est équitable, car cela aurait été déséquilibré autrement. Cette mécanique facilitera à minima la contestation des objectifs adverses, mais la Death Guard n'a pas encore beaucoup d'effets pour tirer parti de cette capacité. Cependant, cela peut être amusant pour infliger des tests de Battle Shock avec les tirs de mortier des chenillés Crash Pest. En résumé, si vous êtes un joueur Death Guard, il est temps de vous réjouir, car cette mise à jour offre une nouvelle opportunité passionnante. Ils sont désormais très bien positionnés et pourraient passer des tréfonds du classement au niveau supérieur de la compétition. Pour les Thousand Suns, les changements ont un impact significatif qui était déjà confronté à des nerfs importants du côté des règles de base. Les ajustements de points sont particulièrement sévères et réduisent essentiellement la taille de leur liste de 2 unités. Cela limite leur capacité à contrôler le champ de bataille, ce qui pourrait poser problème au niveau compétitif. De plus, la perte de 2 à 3 points de cabale complique la réalisation de tours décisifs, ce qui renforce encore la nécessité d'inclure Ahriman dans l'armée malgré l'augmentation de son coût. Il est probable que nous verrons davantage d'unités de cultistes et de Tsangor à l'avenir, car ils deviennent de meilleures options dans un environnement de jeu post-Desolator. Ces changements ne sont peut-être pas les bienvenus pour les joueurs de la faction, mais ils ne devraient pas nécessairement transformer les Thousand Suns en une faction médiocre. Cependant, ils risquent de les faire passer d'une position de premier plan à une position plutôt moyenne parmi les factions du jeu, ce qui pourrait réduire leur représentation compétitive. Enfin, les World Eaters. Ils bénéficient principalement d'ajustements de points qui renforcent leur armée. Presque toutes leurs unités voient leur coût diminuer à l'exception de quelques unités notables comme Angron et le Maître des Exécutions. Ces ajustements offrent aux World Eaters la possibilité de déployer une deuxième vague d'unités pour attaquer l'ennemi et que les premières ont été éliminées. Cependant, il est important de noter que les Terminator World Eater bénéficient d'une réduction de seulement 1 point par figurine, ce qui est très peu, complètement insuffisant, car l'unité n'est pas très jouée, en partie parce qu'elle ne peut pas être accompagnée d'un meneur, la rendant moins percutante et polyvalente que d'autres options. Les ajustements pourraient changer la dynamique du jeu pour les World Eater en leur permettant de mieux survivre aux phases de tir adverse et de mettre en place leurs charges plus efficacement. Cependant, équilibrer les World Eaters reste un défi, car ils excellent lorsqu'ils chargent en premier, au tour 1 ou 2, mais ont du mal à survivre lorsqu'ils subissent des tirs en premier. Les ajustements de points pourraient rendre le déploiement de véhicules comme le Seigneur des Crânes et le Férocerberus beaucoup plus viable.
mais il faut faire attention à ne pas rendre leur style de jeu plus puissant ou inévitable pour l'adversaire. Les changements actuels semblent être un bon début pour équilibrer l'armée, mais restent assez timides sur certaines unités. Le changement le plus important des agents de l'Imperium concerne les escouades d'exaction. Leur coût a été ajusté pour les aligner sur leur effectif complet, ce qui en fait essentiellement une option bon marché dans la zone de déploiement. Cela affecte négativement l'Imperium en général, en particulier les custodes, les chevaliers impériaux et les chevaliers gris qui utilisaient largement les escouades d'exaction. Les chevaliers gris bénéficient toutefois de réductions de points pour compenser cette perte, mais les autres sont durement touchés par cette modification. Le changement des effets de Vect affecte également l'assassin Calidus, qui était un atout majeur de l'Imperium, mais qui subit une forte réduction de points. Malgré les restrictions de Vect, elle reste une unité polyvalente qui peut encore avoir un impact significatif sur le champ de bataille. De plus, l'assassin Eversor pourrait également gagner en popularité en tant qu'unité d'utilité, car il peut effectuer des actions pour un coût constant de 75 points. Dans l'ensemble, ces changements forcent une réévaluation des listes d'armées de l'Imperium, mais offrent toujours des options pour maintenir la polyvalence et l'efficacité sur le champ de bataille. Les sœurs de bataille n'étaient pas dans une situation idéale depuis le lancement de la 10e édition, en raison du manque de puissance des armes à fusion, qui était un excellent moyen de gérer les véhicules durant la 9e édition. Il était évident qu'elles avaient besoin d'aide en ce moment, et elles l'obtiennent sous la forme de réduction de points à travers l'ensemble de leurs unités, ainsi que des réductions massives sur les exo-harnais parangons, ce qui rend cette unité plus compétitive. Cela ne les propulse pas au sommet du classement, mais ça améliore considérablement la faction et offre aux listes d'armées de nouvelles unités à considérer. Les custodes ont été l'une des factions les plus puissantes du jeu jusqu'à présent. Il n'est pas surprenant de les voir subir un nerf, mais cette mise à jour est plutôt difficile pour eux et pourrait finir par aller un peu trop loin, bien que des options puissent être envisagées, notamment avec les réductions de Forge World. L'une des raisons pour lesquelles les custodes ont été si performants est l'option de constituer des unités de garde custodiens de 9 à 10 figurines. Avec un meneur approprié et le soutien de bons stratagèmes, ils pouvaient éliminer pratiquement n'importe quoi, et étaient presque impossibles à contrer pour d'autres armées de corps à corps, grâce à leur accès facile au combat en premier. De plus, de grandes unités signifiaient qu'ils contrôlaient presque toujours un objectif sur lequel ils étaient déployés, activant leur relance pour blesser et augmentant encore leur capacité de combat, même à distance. Réduire la taille de l'unité et supprimer l'accès gratuit aux sentinelles inébranlables les touche massivement sur ces deux aspects. Les custodes ne vont plus simplement gagner certains matchs en étant impossibles à contrer. Cela signifie également que chaque personnage individuel apporte moins de multiplication de force et plus d'unités vont se déplacer sans en avoir un. Le changement apporté aux blessures dévastatrices aggrave encore cet effet, parce qu'elles ne sont plus des blessures mortelles. Face à des armées qui ont accès à un bon nombre d'entre elles, en particulier celles qui infligent 1 ou 2 points de dégâts à la fois, vous courez constamment le risque qu'une de vos unités soit soudainement réduite en dessous du seuil, où elle devient un problème résoluble. Et parfois, qu'une chose meurt, ce qui n'est pas un problème auquel les custodes sont habitués. Cependant, tout n'est pas perdu. Et il y a des options pour eux dans cette nouvelle situation. Les listes à base d'infanterie en plus petit nombre, souvent soutenues par des tanks Caladius, ont également plutôt bien fonctionné. Le maintien du bon prix des tanks est honnêtement un coup de chance. Le coût des unités de Forge World ont également baissé, ce qui rend les Venatari, qui fonctionnent très bien dans un plan d'armée plus large, et les Sagittarum à nouveau intéressants. Quant aux Vigilators et les Witchseekers dans les Rhinos, elles ont été occasionnellement utilisées, et les deux voient leur coût légèrement réduit, ce qui peut contribuer à accroître leur portée. Cependant, il est dommage de constater une augmentation significative du prix des motos, les Vertus Praetor. Celles-ci sont légèrement moins chères, mais le capitaine à moto voit son prix grandement augmenter, ce qui n'encourage pas à en prendre un dans votre armée. Alors, où cela laisse-t-il les custodes ? Probablement toujours avec des listes viables, et il est bon de voir que Games Workshop a apporté quelques améliorations ciblées pour augmenter la diversité en plus de réduire la puissance. Mais il n'y a pas d'autre façon de le résumer que comme un coup dur. Fondamentalement, ils ne peuvent plus planifier autour d'unités indestructibles, ils devront donc probablement apporter des armes à distance de quelque sorte, probablement le Caladius, pour éviter de se faire grignoter par certaines listes adverses. La transition de la 9e à la 10e édition a été difficile pour l'Adeptus Mechanicus, qui a vu à la fois des augmentations en points et des fiches techniques nerfées, sans même mentionner la capacité du détachement qui est probablement l'une des pires du jeu. Cette mise à jour réduit les augmentations de points injustes et ramène certaines des unités coûteuses à des niveaux plus raisonnable. Cependant, elle ne fait pas grand chose pour remédier aux fiches techniques nerfées et le détachement reste inchangé. De nombreuses capacités de l'Adeptus Mechanicus, comme les relances complètes pour les cataphrons brécheurs, ne sont disponibles que lorsque l'unité est proche d'unités de ligne. Cela signifie que payer le coût des unités de ligne était inévitable, et se sentait plutôt mal à cause du coût élevé de la fragilité des Skitarii Rangers et patrouilleurs.
Cette mise à jour fait beaucoup pour aider, car les rangers et patrouilleurs sont nettement moins chers et plus résistants. En fait, les rangers ont baissé en points du montant exact que coûte désormais un Skitarii Marshall. Donc, si vous payez 125 points pour une unité de ranger au complet, vous pouvez continuer à le faire, mais en incluant un Marshall gratuit, entre guillemets. De nombreuses autres unités sont désormais beaucoup plus intéressantes à considérer avec les baisses en points. Les électroprêtes Fulgurite étaient à éviter pour 160 points, mais ils sont désormais 25% moins chers, assez pour que vous puissiez en stationner 10 dans un Scorpius, le faire avancer rapidement sur le champ de bataille et revendiquer un pion objectif pour un total de seulement 200 points. De même, les Sidonian Dragoon étaient difficiles à placer à 75 points. Ce sont des véhicules axés sur le corps à corps dont l'encombrement massif les empêchait de se cacher, en particulier si vous prenez une unité de 3 figurines. Mais baisser leur coût de 20% signifie que vous pouvez désormais prendre 3 Sidonian pour seulement 180 points. Aucun changement apporté à bombardement radioactif, et tant de fiches techniques qui auraient eu besoin d'une amélioration d'équipement ou de capacité qui à la place ont plutôt reçu une légère réduction en points. Mais les choses qui ont toutes changé pour le mieux. Pas d'augmentation de points ni de nerfs de règles, quelques unités qui ne seraient pas jouées sont maintenant un peu plus viables, et les Skitarii, Rangers et Patrouilleurs sont renforcés. Adeptus Mechanicus dispose désormais de nombreuses unités peu coûteuses pour prendre les objectifs, ce qui pourrait influencer la manière dont l'armée est jouée. Cette mise à jour est-elle suffisante pour permettre à l'Adeptus Mechanicus de sortir de sa tombe et de commencer à remporter des tournois? Probablement pas. D'un autre côté, un grand nombre d'unités de l'Astra Militarum ont vu leurs points réduits, en particulier les tanks, notamment le Lehman Russ Demolisher. Tous les Benblade ont également vu leur coût réduit de 50 points ou plus, et chaque variante coûte maintenant moins de 500 points, ce qui leur permet d'être placés dans les réserves stratégiques. Il y a aussi le Rogue Eldorn qui a baissé de 25 points, et bien qu'il soit probablement encore un peu trop cher à ce prix, il est certainement beaucoup plus jouable maintenant. Les unités d'infanterie ont également vu des réductions à peu près partout. En général, les joueurs de l'Astra Militarum disposent d'une marge d'environ 150 points pour leur armée. Théoriquement, le changement concernant les stratagèmes pose un problème, mais comme quadrillage de tir est déjà une tactique de bataille, ce n'est pas vraiment un souci dans le fond. Au lieu de cela, les nerfs concernent les points avec des augmentations de coûts pour l'artillerie et les sentinelles de reconnaissance. Les manticores voient leur coût augmenter. L'objectif ici est assez clair, forcer les armées de l'Astra Militarum à se diversifier et à s'éloigner de l'artillerie de masse qu'elle utilisait. Il est probable que la Data Slate aura l'effet souhaité. Nous pourrions voir les manticores disparaître complètement, bien que les basilisques aient encore des chances de rester. D'autre part, nous devrions nous attendre à voir beaucoup plus de Lehman Russ, à la fois parce qu'ils sont moins chers et parce que les chevaliers fantômes seront moins présents. Bien que les unités d'infanterie aient vu leur coût diminuer, elles ne sont ni suffisamment efficaces, ni suffisamment performantes pour être les unités de dégâts principales de l'armée, ce qui signifie que nous devrions nous attendre à voir davantage d'armées composées d'un grand nombre de tanks de combat avec de l'infanterie pour effectuer les actions. Les chevaliers gris, ils ne bénéficient pas de nouvelles règles, mais ils voient le coût en points de la plupart de leurs unités baisser. Presque tout dans l'armée, à l'exception des aéronefs, voit son coût réduit, et certaines baisses sont assez importantes. Elles offrent beaucoup plus de possibilités d'expérimentation. Par exemple, la liste WTC de Jack Harpster gagne environ 80 points. Mais il y a encore plus à gagner si vous êtes prêt à ajouter une autre unité et à adopter un style de jeu plus agressif. La principale réduction pour les chevaliers gris est le changement de type de leur stratagème nimbé du feu de l'âme qui passe d'une tactique de bataille à une ruse stratégique, ce qui signifie que vous ne pouvez plus le faire gratuitement et que vous ne pouvez plus le faire qu'une fois par tour. Cela s'ajoute au fait que l'armure d'argent véritable est inexplicablement un stratagème d'équipement et non une tactique de bataille comme cela peut l'être chez les Space Marines, ce qui constitue une paire de nerfs assez important pour les chevaliers gris. Ils pouvaient précédemment utiliser un grand maître pour obtenir les deux stratagèmes gratuitement sur une grande unité de paladins. Globalement, les chevaliers gris sortent légèrement améliorés de cette mise à jour, avec la possibilité de déployer une unité supplémentaire. Restons dans les chevaliers avec les impériaux. Ils ont subi des changements radicaux dans leur manière de fonctionner plus que toute autre faction. Le plus évident est qu'ils ont perdu leur capacité à ignorer les décors lors de la phase de tir. Cela signifie probablement qu'ils devront être joués différemment, peut-être de manière plus agressive. En effet, si vous devez vous tenir au milieu du champ de bataille pour voir l'ennemi se cacher, peut-être devriez-vous apporter une arme de mêlée pour le combat rapproché. Peut-être que les chevaliers fonctionneront comme ils le font dans le fluff, chargeant glorieusement à travers le champ de bataille pour écraser leurs ennemis, tel Aragorn dans Le Retour du Roi, plutôt que de simplement les détruire depuis leur zone de déploiement. Une question demeure. Si les capacités de Lige n'affectent plus les gros chevaliers, pourquoi ne pas jouer simplement avec les chevaliers du chaos? Les bonus passifs existants tels que l'insensible à la douleur et la relance pour toucher blessé sont toujours utiles, mais ils semblent très passifs. Il est également dommage que les coûts en points n'aient pas été réexaminés. Le changement concernant la capacité imposant est clairement bénéfique pour le jeu dans son ensemble.
Cela le rendra probablement plus intéressant pour les joueurs de chevaliers et leurs adversaires, qui seront désormais obligés d'interagir beaucoup plus avec l'environnement du champ de bataille. Les chevaliers axés sur le tir ont été affectés. On pourrait donc s'attendre à ce qu'ils voient leur coût réduit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Peut-être que Games Workshop souhaite évaluer l'impact de tous ces changements avant d'apporter des modifications supplémentaires. En fin de compte, les changements apportés aux chevaliers impériaux semblent incomplets, en raison des ajustements mineurs des coûts, mais ils pourraient ouvrir la voie à une manière de jouer plus conforme au fleuve de la faction. L'index Space Marine. Il a subi quelques changements importants, notamment la limitation des escouades de Desolator à 5 figurines et une augmentation de leur coût, était nécessaire pour réduire leur impact démesuré sur la partie tout en préservant leur viabilité. Elle ouvre également de l'espace pour la conception de listes et équilibre un peu plus les forces au sein des différents chapitres. De nombreuses autres unités Space Marine ont vu leur coût en points réduits, renforçant leur attrait. De plus, les nerfs infligés à d'autres factions qui étaient de bons contre Space Marine rendent la faction encore plus compétitive. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les Land Raiders ont une fois de plus obtenu une diminution en points, ce qui les rend plus compétitifs, particulièrement le Crusader. Les listes basées sur des transports remplis d'agresseurs deviennent une option viable et amusante. En fin de compte, ces ajustements contribuent à équilibrer les Space Marines et à encourager la diversité dans les listes d'armées, ce qui peut avoir un impact significatif sur la construction des listes dans le domaine compétitif. Les listes Black Templar étaient déjà en train de rencontrer le succès en utilisant des constructions qui se concentraient sur une surcharge d'unités de personnages. Avec les mises à jour générales apportées aux Space Marines, ces listes pourraient devenir encore plus compétitives. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que la surcharge de personnages sera la norme à l'avenir. Dans un monde où les chevaliers fantômes ne sont plus aussi dévastateurs, une surcharge d'activation de capacité n'est pas aussi précieuse. Néanmoins, les coûts réduits d'Elbrecht et Grimaldus les rendent plus attrayants. L'un des principaux inconvénients d'avoir autant de personnages était qu'ils ne pouvaient rejoindre que des unités moins performantes. Mais les réductions de coûts sur les frères d'épée et les Crusaders contribuent à remédier au problème. Les Crusaders semblent être une option intéressante en raison de leur capacité à relancer les jets d'avance et de charge, tandis que les frères d'épée à 28 points par figurine méritent également un examen plus approfondi. Cependant, il est important de noter que le détachement Gladius entre régulièrement en compétition avec celui des Black Templars. Maintenant, les Blood Angels. Ils ont eu du mal au cours de cette édition. Avec une phase de combat relativement faible, il était difficile pour les fils de Sanguinius de briller. Jusqu'à présent, les listes les plus performantes n'incluaient que très peu d'unités spécifiquement Blood Angel, et leur détachement propre est l'un des plus faibles, surtout comparé à la Gladius. Cela devrait changer à l'avenir. La Compagnie de la Mort est désormais proposée à des prix beaucoup plus abordables, et Astorat, facturé à 85 points, et Les Martes à 110 points, signifie que nous verrons certainement plus de ces Space Marines en colère sur le champ de bataille. Il sera intéressant de voir si les réductions en points pour la garde sanguinienne seront suffisantes pour les rendre compétitifs. Le changement du stratagème Courage Insensé rend l'impact du masque de Dante plus significatif, surtout lorsque le package complet coûte 95 points de moins qu'auparavant. La réduction de puissance des Désolators est également une bénédiction déguisée pour les joueurs Blood Angel, car cela leur permet de créer des listes plus originales sans se poser la question de pourquoi ne pas jouer plutôt en tant que Deathwatch ou Ultramarines. De plus, le combat entre Space Marine est désormais moins meurtrier avec moins de tirs de lanceurs Vanguard des Désolators. Peut-être la meilleure chose qui puisse arriver aux Blood Angel sont les nerfs infligés aux Custodes et aux Chevaliers Impériaux. Pouvoir éviter les grosses unités de garde Custodes et se cacher réellement des tirs des Chevaliers ouvre de nouvelles possibilités pour des unités comme la garde sanguinienne et la Compagnie de la Mort. Ça tombe bien, ils ont eu une réduction de points afin d'avoir un impact positif sur leur partie. Côté Dark Angel, ils ont bénéficié de réductions sur plusieurs unités et personnages, ce qui pourrait aider l'armée à diversifier ses compositions. Les nerfs sont les mêmes que pour les Space Marines en général, il n'y a pas eu de réduction en points pour les Chevaliers des Swings, que je trouve normal, ce qui signifie que les listes devront trouver les points ailleurs. Mais les Chevaliers restent une unité importante dans les listes compétitives et devraient continuer à être largement présentes car ils conservent leur capacité à utiliser gratuitement l'armure du mépris, en plus de leur capacité innée à subir des dégâts -1, ce qui en fait l'une des unités les plus résistantes du jeu. Les Dark Angel étaient déjà en hausse avant cette mise à jour, et elle semble maintenant être l'une des factions Space Marine les plus puissantes. La Deathwatch. Elle subit des changements importants car de nombreuses unités telles que les Deathwatch vétérans et les Proteus Kill Team voient leur coût augmenter considérablement. Elle était autrefois capable de capitaliser sur leur mobilité et leur flexibilité grâce à leur stratagème de téléportation, mais les changements sur les stratagèmes gratuits ont considérablement limité leur capacité à le répéter plusieurs fois dans une même phase. De plus, les modifications apportées aux munitions à usage spécial ont également un impact important car les armes à bolt ne sont généralement
pas la principale source de dégâts de l'armée. En fin de compte, ces changements ont sérieusement réduit ce qui rendait la Deathwatch unique, et bien que la plupart des unités de Space Marine aient bénéficié de réductions en points, les éléments clés de cette armée ont été pénalisés plus que nécessaire. Il est probable que les kill teams Deathwatch soient moins utilisés dans les listes compétitives, et la Deathwatch risque de perdre sa place dans le metagame au profit de factions Space Marine plus conventionnelles. Ils font partie des grands perdants de cette mise à jour, côté des cultes Genestealers et des Thousand Sons. Enfin, pour finir avec les Space Marines, les Space Wolves. En tant que faction autonome, ils n'ont pas connu beaucoup de succès jusqu'à présent. Du point de vue du taux de victoire, le détachement champion de Russe est tout simplement moins performant que la Gladius. Et lorsqu'on compare les Space Wolves aux Space Marines, il y a très peu de différence. Rien dans cette mise à jour d'équilibrage ne semble susceptible de changer cela. Cependant, certains Dreadnought Space Wolves pourraient connaître un certain succès, car ils sont à présent moins chers. Bjorn est particulièrement intéressant à 180 points, et sa capacité de Vect se combine bien avec une Assassin Calidus qui est également moins cher. Les Dreadnought Wolfen à 130 points pourraient également être envisageables. Cela dit, si vous avez envie d'intégrer des unités Space Wolf dans vos listes, vous avez désormais de meilleures options qu'auparavant. Cavalerie ou Tonnerre est la meilleure valeur ajoutée en tant qu'unité Space Wolf la plus susceptible de figurer dans les listes. Vous continuerez probablement à favoriser la Gladius, mais il peut tout de même être intéressant d'intégrer 1300 points d'unités Space Marine communes et de compléter le reste de votre armée avec des unités Space Wolf plus robuste afin de mieux contrôler le centre du champ de bataille. L'objectif principal de cette mise à jour était de réduire le taux de victoire des Aeldari pour les rendre plus équilibrés. Pour ce faire, de nombreuses unités ont subi des augmentations de points allant généralement de 10 à 20 points supplémentaires, avec quelques exceptions pour les Void Weaver, les prismes de feu et les armes d'appui qui ont été plus sévèrement touchés. De plus, le Chevalier Fantôme ne peut plus être placé en réserve stratégique, et le coût de plusieurs autres unités ont été revus à la hausse, notamment l'Autarque Sautevoix et Linkarn, qui ont connu une augmentation assez importante. En résumé, toutes les listes Aeldari subissent une diminution du nombre d'unités disponibles, généralement 2 à 3 au minimum. Les utilisations de fantasmes sont limitées, et le Chevalier Fantôme n'est plus aussi redoutable qu'auparavant. Cela dit, les Eldar ont toujours des options intéressantes car certaines unités n'ont pas subi d'augmentation, et d'autres, moins couramment utilisées, pourraient maintenant gagner en pertinence. Cependant, la question clé est de savoir si ces listes resteront compétitives sans devenir excessivement puissantes. Le fait que d'autres factions, à l'exception des Necrons, aient également subi des nerfs pourrait changer l'équilibre du jeu, mais il faudra voir comment tout cela se concrétise sur le terrain. Les Drukhari bénéficient de plusieurs réductions mineures. Plusieurs personnages voient leur coût diminuer de 10 à 15 points, comme l'Archonte et Drazar, tandis que d'autres diminuent de 5 à 10 points. Les Sérastes bénéficient d'une réduction particulièrement importante, passant à 90 points contre 110 précédemment. Les Drukhari subissent également des nerfs importants. Les Ravageurs voient leur coût augmenter de 15 points. L'impact de ces changements est assez difficile à évaluer. Les Ravageurs étaient probablement trop bon marché, mais augmenter leur coût ne les rend pas nécessairement moins jouables. Globalement, ces changements apportent de nouvelles options aux Drukhari, mais il reste à voir s'ils les aideront à sortir du ventre mou de la méta. Les cultes Genestealers subissent de grandes modifications concernant la capacité d'embuscade du culte, dans la manière dont les unités reviennent sur le champ de bataille. Désormais, seules les unités de ligne ajoutent 1 au résultat du test, et elles ajoutent un autre bonus d'1 que lors des 2 premiers tours. De plus, les unités ne reviennent que sur un résultat de 5+, et non plus 4+. Ces changements affectent particulièrement les Aberrants, qui étaient une unité clé pour l'armée, capable d'infliger de gros dégâts en mêlée. Cependant, l'impact le plus important provient des augmentations de points en eux-mêmes. Les cultes subissent l'une des plus grandes hausses de toutes les armées avec une perte moyenne de plus de 250 points dans les meilleures listes. Cela signifie qu'ils pourront prendre 2 unités de moins, réduisant leur puissance de feu globale et donnant à leur adversaire plus d'opportunités pour les éliminer avant qu'ils ne puissent délivrer leur létalité. Les cultes Genestealers s'émergent de cette mise à jour comme l'une des grandes perdantes, et devraient probablement perdre en compétitivité par rapport aux autres armées. Les Ligues de Votann. Ils ont été parmi les pires factions depuis le lancement de la 10e édition. Ils reçoivent enfin un peu d'espoir avec cette mise à jour. La capacité impitoyable efficacité permet désormais de marquer 4 unités. Cela constitue une amélioration importante, puisque vous facilitez vos jets pour toucher et pour blesser contre environ un tiers des unités de l'adversaire au début de la partie. Et cela fournit aussi suffisamment de points de commandement pour faire tout ce dont vous avez besoin. En ce qui concerne les changements en points, les Votann bénéficient de réductions allant jusqu'à 20% d'une unité à l'autre. Certains des grands gagnants sont les Berserkers, les Sagittors, les Thunderkin et les Earthskin. Ces réductions donnent aux Votann la possibilité de jouer une armée plus importante, donc plus puissante sur le champ de bataille. Passons aux Necrons. Ils sont l'une des factions qui ressortent le mieux de cette mise à jour,
Bien que certaines de leurs meilleures options ont été touchées, leur position dans le metagame leur permet d'encaisser ces coups tout en profitant de réels avantages. Les guerriers, Xerath et le monolithe étaient déjà assez solides, mais ils étaient freinés par la présence massive des chevaliers fantômes. Avec la réduction de ces derniers dans la compétition et les baisses de points, ces unités deviennent encore plus attrayantes. Les Scorpek gagnent également en intérêt, car ils seront moins vulnérables face aux Custodes grâce aux nouvelles limitations de taille d'unité. Les factionnaires restent une unité essentielle, malgré leur petite hausse en points, mais la limitation de taille d'unité des Custodes est un avantage majeur pour les Nécrons, donc ils seront toujours joués. Imhotep et le Roi Silencieux voient leur coût réduit, ce qui les rend un peu plus compétitifs. Malgré quelques nouvelles menaces potentielles, les Nécrons restent une faction solide avec de nombreuses options compétitives à explorer. Les Orques subissent quelques légères augmentations sur certains transports et Beast Boss. Celles-ci sont largement compensées par les nombreuses baisses sur diverses unités. De plus, bon nombre de celles-ci étaient déjà incontournables dans la plupart des listes compétitives comme Badruk, les Smashanobs et les Gretchin, tandis que les Meganobs étaient également bien utilisés. De nombreux autres choix voient également leur coût réduit, offrant ainsi de nombreuses options de construction de listes plus attractives. Les Bikers et les Wartrike sont notamment plus abordables. Bien que les Marines puissent désormais s'équiper en masse d'agressors, cela ne sera pas nécessairement pire pour les orques que l'ère des Désolators. Du côté des taux, ils ont reçu de nombreuses baisses en points, certaines étant assez drastiques, étant donné que les taux sont déjà une armée de tir dans une édition axée sur le tir. Cela signifie que de nombreuses unités étaient déjà assez bonnes, mais pas assez efficaces pour être compétitives. Eh bien, bonne nouvelle, de nombreuses unités ont bénéficié de baisses massives. La liste est assez longue et si vous avez remarqué que la Riptide a perdu 55 points et que vous avez immédiatement pensé que le Riptide était de retour, eh bien oui, ce sera sûrement le cas. Il n'y a pas vraiment de nerfs à signaler ici car la plupart des listes taux vont disposer de centaines de points supplémentaires à dépenser. Le changement qui se rapproche le plus d'un nerf est peut-être le fait que le Hammerhead et le Skyray coûtent désormais tous les deux 130 points. Il n'est pas exactement mauvais, mais il a une plus grande probabilité de ne causer aucun dégât en raison de son unique tir, tandis que le Skyray a une meilleure cohérence grâce à ses 3 tirs. L'impact pour les taux sera assez simple, ils auront beaucoup plus de figurines sur la table. Les listes avec 2 Riptide vont gagner 110 points, les rapprochant de l'ajout d'une 3e. Les listes avec 3 Broadside vont gagner 60 points. Ces unités sont essentielles pour la faction et elles ont toutes subi d'importantes baisses en points. Le combo Sabre de Feu, Devilfish et Breacher a perdu 55 points, passant de 260 à 205. Et de nombreuses listes avaient au moins 2 ensembles de ces unités. Même sans changement de règles, les taux font partie des grands gagnants de cette mise à jour avec les Nécrons. Bon, passons à la dernière faction. Il est intéressant et quelque peu difficile d'évaluer comment les Tyrannides se débrouillent au milieu de tout cela, car ces changements de points sont étroitement liés à la sortie du nouveau codex. Cependant, il y a beaucoup de changements de points auxquels on ne s'attendait pas, et qui affaiblissent définitivement un peu la faction. Potentiellement une conséquence de Games Workshop se protégeant contre le risque que la faction soit trop puissante après un nerf majeur des Eldar. En tant que seule faction actuellement avec 6 détachements au choix, dont certains sont plutôt bons, il est presque certain qu'il y aura encore quelques listes compétitives après ces changements. Il est à noter que de nombreux buffs semblent ici se diriger vers le détachement offensif d'avant-garde, donc attendez-vous à le voir régulièrement. Même les Genestealers et le Génocrate semblent maintenant assez raisonnables dans ce contexte. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, cela aide énormément la chaîne. Si jamais vous voulez offrir encore plus de soutien, n'hésitez pas à vous diriger directement en description où vous retrouverez un lien de la page Tipeee. Et dans tous les cas, je vous souhaite un excellent wargame.